L'échiquier international, soyez les bienvenus. L'émission du jour consacrée à notre mémoire collective. Ça s'est passé un 20 août, à une année d'intervalle, 1955 et 1956, date charnière dans l'histoire de la Révolution nationale. Des rendez-vous essentiels, des épisodes cruciaux pour ceux qui veulent comprendre de quoi est le nom, notre révolution, notre algérianité, le vecteur de notre combat. Le 20 août 1955, tout d'abord l'offensive du Nord constantinois qui a permis de faire entendre la voix algérienne et de l'inscrire à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale de l'ONU, tenue en septembre juste après. La révolution prenait donc son envol à l'international et n'était pas, comme le stipulait le système colonial, une pseudo-affaire interne française. Un envol donc qui prendrait davantage de dimension politique avec le congrès de la Soumam l'année suivante. Il s'agissait cette fois d'asseoir une organisation politique claire ainsi que militaire. Et après cette réunion de la région d'Ifri, près d'Irzel, à Mokran, sur la vallée de la Soumam, l'Algérie allait de facto vaincre définitivement le colonialisme. C'est de ça qu'on va parler ce soir. À tout de suite. Et on le disait, 20 août 1955 et 20 août 1956, cette double date à faire vaciller le colonialiste 69 ans après. Il y a encore des choses à dire sur ces séquences clés. Ce n'est pas tout de faire une révolution, mais il faut tout de suite la traduire politiquement, et ce n'est pas une mince affaire. C'est peut-être aussi pour ça que l'Algérie est un pays phare au sein des pays du Sud. Et enfin, on va parler de tout ça avec notre invité du jour, Moustapha Khiati. Bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. Toujours un plaisir. Alors, professeur en pédiatrie, mais aussi auteur des livres sur l'histoire. Toujours un plaisir de vous recevoir, Moustapha Khiati. Encore merci d'être avec nous. C'est gentil, merci. Alors, professeur Khiati, on l'a dit, la révolution algérienne avec cette séquence importante, 3 années successives, 1954, 1955, 1956, alors 1954, 1er novembre, 55, l'épisode tragique de Constantine, 1956, le congrès de la Soumam. On voit la montée en puissance est actée à travers ces 3 dates clés de notre histoire. Oui, c'est clair. Après 1945, la rupture est totale. Même pour les gens qui étaient un peu proches du vivre ensemble, ont compris qu'il n'y avait pas de possibilité de vivre avec le colonialisme. Et donc, 54, tout le monde attendait, si vous voulez, l'étincelle. 54, ça a été l'étincelle. Une centaine d'attentats un peu partout à travers le territoire, peut-être plus concentrés au niveau des Aurès. Et puis, la guérilla essayait de retrouver ses traces, cherchait à s'armer parce qu'elle faisait face d'une armée aguerrie, d'une armée qui revenait du Vietnam, d'une armée qui voulait du sang, mais elle n'avait pas les moyens. Et donc, elle voulait faire un véritable opération d'éclat. Et ça explique un peu le 20 août 55, 1 millier d'hommes qui attaquent pratiquement tout l'Est du Constantinois pour montrer justement la force et la ténacité de cette révolution qui est en train de prendre ces dimensions. On va l'expliquer pour les téléspectateurs. Le fameux 20 août 1955, date cruciale, chers téléspectateurs, dans le processus de libération du joug colonial. Cela marque cette date une offensive, comme vient de le dire Moustapha Khiati, une offensive dans le nord de constantinois, c'est-à-dire la wilaya 2, emmenée par Zérout Youssef et son adjoint Lardar Bentobal. Alors c'est une opération d'envergure car elle cible Constantine, Skikda, Gelma, Mina, Korzo, voilà. Pratiquement tout l'Est. Le but était... le nord de l'Est. Voilà, le nord de l'Est. Le but était de desserrer l'étau sur les Aurès, car après le 1er novembre, l'armée coloniale avait organisé des expéditions punitives. On parle de 15 000 morts, 15 000 victimes parmi les civils. Donc, et juste après, cette offensive constantinoise a donné un écho à la révolution algérienne au niveau de l'ONU qui se déroulait en septembre. C'est-à-dire on avait inscrit la libération de l'Algérie dans la charte onusienne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en 54, au 1er novembre 54, la situation était relativement calme en octobre 54. Et donc, les troupes françaises revenaient un peu du Vietnam
Et surtout, il y avait la guerre froide et la France a été chargée par l'OTAN, dont elle était membre, de sécuriser la région du Rhin. Et donc les troupes françaises ont été envoyées au Rhin. Lorsqu'il y a eu le déclenchement de la Révolution, la France, au cours de l'année 55, a ramené toutes ses troupes de l'OTAN au niveau de l'Algérie. C'est-à-dire qu'on est passé de 30 000 à pratiquement 400 000 soldats fin 56. Donc c'est déjà une force. Et la France disait à ses partenaires et au monde qu'il s'agissait d'un problème interne, qu'il s'agit uniquement d'un problème de hors-la-loi et que le problème va être réglé en quelques jours, en quelques semaines. En fait, c'était une révolution qui était en marche et qui diffusait, qui s'étendait. Août 55, en fait, c'était un peu pour montrer la force de cette révolution, qu'elle n'était pas limitée à une région, mais qu'elle pouvait s'étendre tout de suite. Et la force également d'août 55, ça a été de montrer qu'on n'attaque pas uniquement la nuit. Ça a été fait à midi 10 minutes, c'est-à-dire en plein jour, en plein été, dans une ville qui était considérée comme une ville coloniale. Donc c'était ce qui a créé un émoi et une peur extraordinaire chez les colons et chez l'armée française, ce qui explique, si l'on veut, la réaction, la sauvagerie avec laquelle la répression a été faite. Et on peut comparer que le drame qui a eu lieu en août 55 ne peut être comparé qu'avec celui de mai 45, de par la sauvagerie avec laquelle la répression, des dizaines de villages ont été détruits, des milliers de personnes ont été tuées. Le FLN parle de 12 000 personnes, peut-être plus, puisque des témoignages, on les a même de curés qui racontent comment les militaires sont venus leur dire comment des populations ont été mitraillées par des avions, bombardées par des chars, etc. Donc la répression a été terrible dans cette région-là. Croyant que la situation allait donc s'estomper avec cette répression sauvage, en fait, ça n'a fait que réveiller les gens qui étaient encore endormis pour leur dire qu'il n'y avait pas de solution que dans le combat et la lutte contre le colonialisme. Alors en effet, on fait la guerre pour une résultante politique. Il n'y a que les Occidentaux qui bombardent et après ils se demandent à quoi servent ces bombardements. Mais la révolution algérienne, cette attaque d'envergure à Constantine, il y avait une dimension politique et elle se traduit Absolument. Tout de suite. Le congrès de la Soumam en 1956. Et quand on parle de ce congrès, alors il y a deux choses. C'est tellement important ce congrès. Il y a plusieurs choses à retenir, mais il y a deux choses essentiellement qui nous viennent à l'esprit. Tout d'abord, c'est unifier les rangs. Et la seconde chose, c'est le tandem à Ben Ramdan et Larbi Ben Mihdi. C'est les deux aspects qui ressortent d'emblée de ce. Non, c'est vrai que le congrès de la Soumam, c'est en quelque sorte la loi fondamentale de la révolution. 54, on a démarré comme ça, des individus, une coordination qui existait, c'est vrai, mais il n'y avait pas, si vous voulez, une loi qui, faisait marcher tout. Une coordination. Il y avait une coordination, mais elle n'était pas codifiée, en quelque sorte. Août 56, le congrès de la Souma, c'est la véritable constitution de la révolution. Une plateforme politique. Voilà, plateforme politique totale, avec l'intérieur, mais également l'extérieur. L'internationalisation du conflit algérien. Donc, à l'intérieur, la restructuration des wilayas, la création des zones, la hiérarchisation de travail militaire, le placement, le partage des responsabilités, la création du secteur de la santé, la reconnaissance des conventions de Genève, tout ça, ça a été fait au cours du congrès de la Souma. C'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire c'est une chose de faire la révolution, mais c'est une autre de la traduire dans les faits politiques. Et à ce moment-là, c'est peut-être la victoire tout bonnement de la révolution algérienne, parce que de facto, on impose notre vecteur révolutionnaire. Tout à fait. Et d'ailleurs, les gens qui sont derrière le congrès de la Soumam reflètent une intelligence particulière, une prospective, une vision lointaine. Il y avait des hommes extraordinaires, des jeunes.
c'est entre 20 et 30 ans, ce qui est extraordinaire. C'est pour ça que la génération de la Révolution, celle qui a fait le 1er novembre jusqu'à l'indépendance, est une génération exceptionnelle dans pratiquement la vie du peuple algérien. Mais il y a un miracle, Moussa Riati, c'est-à-dire les gens dont vous parlez, ces chefs révolutionnaires qui étaient au Congrès de la Soumam, ils n'ont pas suivi un cursus classique, ils n'ont pas fait sciences politiques, ils n'ont pas été à l'ENA, ils n'ont pas été, ils ne sont pas sortis des prestigieuses universités néo-occidentales, ils ont appris sur le terrain et ça donne un miracle. C'est aussi un miracle. Ils ont été pétris dans une société qui était écrasée par l'oppression. On a parlé d'une inspiration divine. On peut peut-être se pencher sur ce côté-là, mais c'est vrai que c'est des gens qui n'ont pas fait. Ça a été la même chose avec l'émir Abdelkader et ses adjoints. C'est des gens qui sont sortis de la Zawiya, qui ont eu en face d'eux des généraux qui sont sortis de Saint-Cyr. Les jeunes qui ont fait la révolution de novembre, c'était des gens qui ont fait peut-être à l'école primaire, certains à l'école moyenne, n'ont pas dépassé le collège. Aucun n'a eu le baccalauréat. Je parle disons, du groupe qui a fait réellement le 1er novembre. Et donc, c'était des personnes à qui on n'aurait pas donné peut-être beaucoup de crédit, mais qui ont montré, mais qui ont fait, qui ont acté une opération d'envergure planétaire. La révolution algérienne peut être considérée comme l'un des événements les plus saillants du XXe siècle, et peut-être le plus important en Afrique. Alors, il y a une autre chose, un autre aspect peut-être à évoquer, c'est que la révolution algérienne et les chefs révolutionnaires ont eu un point d'honneur de donner un continuum depuis 1830 jusqu'à 1962, puisque au départ, le congrès de la Soumam devait se tenir à Qalad et Abbas, qui est le symbole de la résistance du chef El-Mokrani en 1871. Donc on voit le continuum des séquences révolutionnaires. Tout à fait. En fait, lorsqu'on étudie l'histoire de la colonisation, de la lutte contre la colonisation, on s'aperçoit qu'il y a une continuité entre ceux qui ont résisté lors du débarquement français en Algérie jusqu'à ceux qui ont mis le drapeau à l'indépendance au niveau de la place des Martyrs. Donc il y a une continuité totale. Et ça, ce qui est extraordinaire dans cette révolution, une cohérence, une continuité surtout. Il n'y avait pas, on ne peut pas parler de vide parce qu'il y a eu toujours des résistants, soit à l'échelle de tribus, de groupes, soit à l'échelle individuelle. Alors vous l'avez dit, le congrès de la Soumam, le mot d'ordre était organisé, de structurer la lutte sur le plan militaire, politique, diplomatique, logistique, afin d'imposer un seul et unique interlocuteur face à l'ennemi, à savoir le peuple, et tous les courants se retrouvaient dans ce congrès de la Soumam. C'est pour ça qu'on parle de franc. Exactement. Et tout le monde se retrouvait. Et au départ, vous n'avez pas peut-être cité son nom, mais vous avez parlé de gens qui étaient un peu en retrait par rapport au combat armé révolutionnaire. Farhad Abbas, lui, qui est converti au combat révolutionnaire par Ben Ramdan. Farhad Abbas, président de l'UDMA, qui a été parlementaire, et lui qui disait qu'il était plutôt pour une voie parlementaire pour arriver à l'indépendance. Il est converti un peu, entre guillemets, par Ben Ramdan. Farhad Abbas, c'est un combattant. En 1927, il créait l'association des jeunes, en quelque sorte. Il termine sa pharmacie vers 1930. Donc c'est un ancien. C'est un ancien militant qui a bourlingué, qui a fait plusieurs groupes, etc., qui est à la tête du MLT. Mais comme c'est l'école française, il réfléchissait peut-être avec des sentiments un peu, disons, modernes. Et il croyait à une vie commune, mais il n'avait pas peut-être soupesé l'importance des colons qui ne voulaient vivre que seuls. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des indigènes avec eux ou comme serviteurs uniquement. Et ils l'ont compris en 1945. Farhad Abbas attendait d'être reçu par le gouverneur général. Il était dans le salon VIP d'attente. Et c'est là qu'on est venu l'arrêter. Parce qu'il y a eu la répression en cas à Sétif. Donc il a été pris, il a été mis en prison, ensuite il a été mis ailleurs. Donc c'est là où il a compris qu'il n'y avait pas de solution
même avec les élections données par Nejla, le trafic des élections, etc., Oui. ils ont compris de toutes les façons qu'il n'y avait pas de solution. Ce qui fait qu'il était prêt à adhérer au combat, et c'est ce qu'il a fait. Alors, le congrès de la Soumam, politiquement parlant, est moderne, c'est-à-dire avant-gardiste, en plus d'être révolutionnaire. C'est un peu une révolution. Dans la révolution, bien sûr, la déclaration de novembre est très importante, mais elle ne suffit pas, car il fallait traduire, je le disais, cette notion révolutionnaire en État, c'est-à-dire il fallait donner une profondeur, une dimension étatique à la révolution. Et surtout, le congrès de la Soumam je disais qu'il était moderne parce qu'il tranche un peu et il jette les ambitions personnelles, les individualismes, les calculs, les esprits sectaires et claniques, tant à l'extérieur que à l'intérieur. Tout est dit pour inspirer beaucoup de mouvements et surtout nous donner des leçons pour aujourd'hui. Alors déjà, la proclamation du 1er novembre considérait que le travail à l'extérieur, l'internationalisation de la question algérienne était très importante. Le congrès de la Soumam a en fait donné un contenu à ce principe-là d'internationalisation. Et c'est ce qui a été important. D'ailleurs, lorsqu'on le sait, dès 54, pratiquement, même dès 53, parce que la révolution égyptienne a eu lieu en 52, donc dès 53, les chefs de la révolution sont partis au Caire. Pourquoi pas au Caire? Parce que c'était la seule capitale qui était un peu révolutionnaire et qui était indépendante. Le Maroc et la Tunisie étaient sous le protectorat. La Libye elle venait d'avoir son indépendance, mais il y avait des bases militaires étrangères, etc. Il n'y avait pas d'autres pays arabes. Ce qui fait que déjà, à partir de 53, le début de l'action à l'extérieur a commencé. Et vous savez que la proclamation du 1er novembre 54 a été lue la veille du 1er novembre sur la radio Sawt al-Arab par Ben Bella. Exactement. Alors, on le disait, hein, le congrès de la Soumam a mis tout le monde un peu d'accord, resserré les rangs. Alors, les udmistes, les centralistes, les communistes, les réformistes, les conservateurs autonomes, les intellectuels un peu... Les oulémas. Les oulémas, bien entendu, et des militants messalistes aussi, il faut en parler. Tous ont trouvé dans cette plateforme un point de ralliement patriotique et une espèce d'esprit unificateur. Et on est obligé d'en parler, cette fameuse phrase, cette mesure sur la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Comment la prendre, comment la penser, comment la conjuguer? Beaucoup d'historiens se sont exprimés là-dessus. En fait, c'est un principe qui a évolué avec la Révolution. En 1956, c'est vrai, c'était le principe de donner le maximum d'appui à ce que l'intérieur, parce qu'on ne peut pas vous reconnaître à l'extérieur si vous ne montrez pas que vous maîtrisez les forces à l'intérieur. Si vous n'avez pas fait vos preuves d'une certaine manière à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a eu 55, il y a eu le 20 août 55. C'est pour ça que le front intérieur devait être très fort pour qu'il soit reconnu à l'extérieur. Et donc c'est tout à fait normal. Mais à partir du moment où des succès ont commencé à être enregistrés à l'international, donc le politique, l'extérieur est devenu prééminent et c'est ce qui s'est passé à partir de 58 pratiquement, c'était une évidence. Mais en 56, il fallait faire preuve pour que les gens à l'extérieur reconnaissent que vous êtes Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord la France disait l'Algérie, ce qui se passe en Algérie, c'est un problème intérieur et elle a continué à maintenir cette affirmation jusqu'à pratiquement 62, jusqu'aux négociations d'Évian. Deuxièmement, il fallait également montrer que le FLN était le seul représentant de la lutte, parce que le MN a été de côté, et la France voulait justement diviser et créer d'autres groupuscules. On a vu le maquis rouge, par exemple, on a vu également le maquis de Belounis qui a été créé par la France, etc. Donc la France ne voulait pas avoir affaire à un seul représentant qui était le FLN. Donc à partir du moment où le FLN s'est affirmé à l'intérieur du pays, grâce notamment au congrès de la Soumam, ensuite à son obédience à l'échelle nationale, à ce moment-là, la suite a été prise par justement l'extérieur, c'est-à-dire la politique, la diplomatie, etc.
Alors, on critique un peu le congrès de la Soumam. Je parle de certains occidentaux qui disent que c'est une révolution essentialiste. On oublie de dire qu'on voulait asseoir un républicanisme, c'est-à-dire que lors de ce congrès de la Soumam, il y avait le journal de Al-Moudjahid qui s'adressait aussi aux chrétiens et aux juifs en les appelant chers compatriotes, rejoignez-nous pour le combat révolutionnaire, pour se défaire du joug colonial. Ce n'est pas indiqué, c'est oublié rapidement par ceux qui critiquent l'Algérie aujourd'hui. Absolument. La proclamation du 1er novembre était claire Républicaine. à ce sujet-là. D'abord républicaine, multiconfessionnelle. Parce On que est tous frères. C'est vrai qu'il y avait, la majorité de la population était musulmane, donc il y avait les principes de l'islam, mais il y avait acceptation des autres confessions qui étaient présentes, notamment des chrétiens et des juifs. D'ailleurs, des chrétiens et juifs ont participé à la Révolution. On les appelait nos compatriotes, oui. C'est important. On sait que Yves Guetton a été condamné à mort et exécuté parmi les révolutionnaires. Il y a également le sergent Maillot, il y a eu d'autres personnes, etc. Il y a eu des médecins qui ont appuyé la révolution, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Donc, il n'y avait pas cette séparation. S'il y avait cette séparation au début, il n'y aurait pas eu autant de juifs et de chrétiens qui auraient supporté et soutenu la révolution algérienne. On a eu même un Frantz Fanon qui est venu des Antilles et qui est devenu un révolutionnaire, plus révolutionnaire que certains Algériens. En fait, la maison Algérie est ouverte à tous ceux qui veulent, tous ceux qui ont voulu, tous ceux qui ont consenti à se sacrifier pour la justice et se défaire du joug colonial. Qui voulait absolument, qui voulait un peu promouvoir la liberté de l'individu et de l'être humain. Parce que qu'est-ce que c'est que la lutte contre le colonialisme? C'est la lutte contre l'oppression, c'est la lutte contre justement cette marginalisation éhontée qui a été imposée au peuple algérien durant un siècle, 32 ans, par justement un pays qui se réclamait de la liberté et surtout des droits de l'homme, qui a fait la révolution de 1789. C'est extraordinaire quand même. Et n'oublions pas aussi, professeur Riati, les nombreux Algériens aussi qui combattaient à l'international et beaucoup d'étrangers aussi à l'international et qui nourrissaient le combat révolutionnaire. Moustapha Riati, vous avez écrit beaucoup sur l'histoire, vous êtes intéressé beaucoup sur l'histoire à travers vos travaux. Comment vous expliquez que ce congrès de la Soumam, cette séquence politique ô combien importante, est un peu peut-être mal comprise, caricaturée et surtout mal étudiée finalement? Alors tout d'abord, certains chefs historiques ont été peut-être poussés par leur égoïsme pour un peu ne pas donner beaucoup d'intérêt au congrès de la Soumam. Mais je pense qu'avec le recul, le congrès de la Soumam a été une pièce maîtresse dans l'évolution de la révolution algérienne, parce qu'il a mis en place une plateforme, il a mis en place des principes qui ont été uniquement énoncés ou évoqués par la proclamation du 1er novembre, mais lui, il les a détaillés. Il faut également rappeler que le congrès de la Soumam a donné une place particulière aux conventions de Genève et au respect des conventions de Genève et a imposé à l'ALN leur enseignement et leur respect. Et ça, c'est extraordinaire. Il nous reste moins d'une minute. Moustapha Riati, toujours passionnant de discuter avec vous. Alors finalement, est-ce que la conclusion de ce congrès de la Soumam, même de l'offensive de Constantine, est-ce que ça ne démontre pas que la révolution, si elle doit réussir, c'est qu'elle doit compter sur les efforts de tous et de toutes? Mais c'est clair. C'est clair. D'abord, août 55, ça a été une mobilisation des populations. Et ceux qui n'ont pas assisté lorsqu'ils ont appris cela ont adhéré de façon... D'ailleurs, après 55, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient hésitants qui ont rejoint la révolution. Parmi les grosses têtes politiques de cette époque-là. Et ça, c'est très important. Moustapha Riati est professeur, auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur l'histoire. Je vous dis un grand merci d'avoir nourri les échanges. Toujours un plaisir, je le disais, de discuter avec vous. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir eu la gentillesse d'attendre. Pas de problème. Merci beaucoup. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui. L'information continue chez Al24 News et on se retrouve samedi.